Futurapolis Planète pour 3 jours, ici au Quai des Affoires à Toulouse. Bienvenue dans cette nouvelle Agora, cette Agora de Futurapolis Planète 2023. Bienvenue avec toute l'équipe du journal Le Point qui apparaît cette nouvelle édition. Une agora, est-ce que c'est bien le lieu où se décide, où se discute l'avenir de la cité ? Je crois. Alors, partons sur ces bases, si vous êtes d'accord. C'est ce principe qui va nous guider, en tout cas, au cours de cette nouvelle édition. Ce soir, vous savez que c'est la Factory, c'est-à-dire la séquence de Futurapolis Planète dédiée à l'économie et aux entreprises. Les entreprises, les actrices actuellement d'un monde qui change extrêmement vite, et qui n'ont pas le luxe de se dire c'était mieux avant. Impossible pour elles de faire le choix de la nostalgie, le choix du passéisme, avec les accélérations sociétales, technologiques, géopolitiques. Mieux vaut au contraire s'adapter rapidement et faire des choix lucides si possible, stratégiques, c'est encore mieux. Alors c'est vrai que le quotidien des entrepreneurs et dirigeants d'entreprise, c'est justement de faire des choix, mais reconnaissons qu'actuellement la marche est particulièrement haute. Comment opérer en un temps record une transformation à facteurs multiples vers une économie à la fois décarbonée, sobre, juste ? Le champ de la discussion sur ces sujets est immense, bien sûr, nous en sommes conscients et nous avons décidé pour cette Factory de nous concentrer sur 3 thèmes. Premier thème, changer les règles du jeu et atteindre l'objectif zéro carbone en 2050. La transformation systémique des entreprises et des comportements d'achat est un objectif affiché, ce qui ne veut pas dire pas débattu. Alors, comment concrètement des secteurs entiers de l'économie se décarbonent ? Deuxième thème, les futurs énergétiques. L'énergie, c'est vraiment le grand sujet structurant de ce monde économique en changement. Et l'année 2023 a été déterminante pour les acteurs du secteur. Troisième grande séquence de la Factory. On faisait un travail de machine et on ne le savait pas. ChatGPT est définitivement le mot de cette année. L'outil d'intelligence artificielle générative est très vite sorti du domaine réservé de la tech pour être utilisé partout et par tout le monde. L'IA va tout changer au travail, c'est une certitude. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, la BCE indiquait que l'IA menaçait davantage les salaires que les emplois. On va voir tout ça. Donc 3 thèmes, 3 séquences, et vous donc en Agora, c'est-à-dire vous avez un QR code, vous le flashez. Écrivez directement votre question et puis votre prénom, ainsi que le numéro de votre siège. Comme ça, on va pouvoir vous donner le micro en direct. Voilà pour le sommaire de la Factory. Vous connaissez aussi l'état d'esprit de ces 3 journées organisées par Le Point. Nous regardons du côté de celles et ceux qui ont des idées, qui acceptent aussi l'idée de se projeter et de réfléchir à un monde complexe. Nous regardons du côté de la science et du côté des actions. Voilà, nous sommes ensemble dans cet état d'esprit dans la grande salle du Quai des Savoirs à Toulouse. Nous sommes aussi en direct pendant ces 3 jours sur lepoint.fr et sur les réseaux sociaux du Point. Alors la première séquence, comme promis, est consacrée à la décarbonation. La COP28 s'ouvre à Dubaï aujourd'hui. Je vais vous laisser le soin de trancher la question de savoir s'il est assez judicieux de confier l'agenda de la sortie du pétrole au patron de la principale société pétrolière des Émirats arabes unis. En attendant, nous sommes nombreux et nombreuses sont les entreprises qui, d'ores et déjà, s'emploient concrètement à la décarbonation. Comment ces secteurs économiques y travaillent ? Peut-on aussi miser sur une alliance entre scientifiques, entreprises, institutions, citoyens, bien évidemment ? Et sur ce thème, je vous propose et je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités, qui sont Bruno Darboux, Bastien Tout-le-Monde. Merci de nous rejoindre, merci de les applaudir. Ingela Alger et Anne Le Guenec.
Je vous en prie, installez-vous. Je vais bien sûr quelques mots de présentation sur chacun de vous. Ingela Alger, vous êtes directrice de recherche au CNRS à Toulouse School of Economics depuis 2 ans. Vous êtes directrice de l'Institute for Advanced Study in Toulouse et vous, en tant qu'économiste, vous avez une particularité, c'est que votre travail de recherche est interdisciplinaire, avec l'idée justement que le travail avec les chercheurs, les chercheuses d'autres disciplines, comme les psychologues, des anthropologues, des historiens, c'est un vrai point de départ pour la compréhension d'enjeux complexes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la dérive climatique fait partie de ces enjeux. Bruno Darboux, vous êtes président d'Aerospace Valley, le pôle de compétitivité aéronautique et spatiale. Vous avez réalisé votre carrière d'ingénieur chez Thales, Honeywell, chez ATR, chez Airbus, pour les programmes A300, A310, A400M, avant d'être nommé responsable des équipes d'ingénierie d'Airbus pour la France. Alors aujourd'hui, vous êtes VP Aerospace Ecosystem Development pour Airbus Corporate Affairs, mais vous êtes là principalement au titre d'Aerospace Valley et précisément engagé dans le sens de la transformation des filières aéronautiques et spatiales. Je veux que vous faites les gros yeux, vous allez me dire après si je me trompe. Non, c'était parfait. Bastien Tout-le-Monde qui est à vos côtés, donc vous en parallèle de votre fonction directeur régional Midi-Pyrénées Sud Enedis, vous présidez le club Ambition Toulouse Métropole, club qui réunit de grandes et moyennes entreprises qui veulent s'investir très concrètement dans la transition écologique. Merci de nous avoir rejoints également. Anne Le Guenec, vous êtes directrice de la zone technologie de l'eau de Veolia. 25 ans de carrière chez Veolia et désormais, depuis avril 2023, chargée de la zone qui regroupe les activités de technologie d'eau mondiale. Vous allez nous dire ce que c'est. Ça représente quand même 18 000 personnes. Vous avez aussi par ailleurs rejoint le comité exécutif du groupe. On peut peut-être d'ailleurs commencer, vous donner directement la parole. J'évoquais la COP28, c'est quand même l'actualité du jour. Antonio Guterres avait estimé pitoyable la réponse collective au changement climatique. La COP28 se déroule à Dubaï. Quel est votre regard aujourd'hui sur le calendrier de cette transformation écologique ? Ce calendrier et puis celui que vous espérez, quelle vision vous portez ? Bonjour et merci de cette table ronde. Oui, pitoyable est quelque part quand on y pense. 100 ans sous le règne du charbon, du pétrole, 10 ans pour intégrer la transition écologique dans nos pratiques. Pour nous, il est largement temps d'accélérer. Les solutions existent et il faut les implémenter en 1 an, 2 ans. Il faut accélérer quelque part inversement proportionnellement à ce qu'on a vécu dans les révolutions industrielles. Pour nous, les solutions existent et finalement, notre enjeu aujourd'hui, il est moins technologique parce qu'on a des solutions, on a des technologies et on continue d'innover tous les jours. Notre enjeu, il est sociétal. Après les crises qu'on a vécues, après l'inflation, dans ce monde où les élections qui ont lieu aujourd'hui partout dans le monde laissent repointer le nez d'une forme de climato-sceptisme, là où on voit une forme de découragement aussi des gens face à un schéma qui est peu enviable. Nous, ce qu'on croit, c'est que la meilleure méthode d'accélérer, c'est d'amener un récit enviable, c'est d'amener un projet de vie désirable. Et ça, on peut le faire. Nous, chez Veolia, les solutions qu'on construit, on les construit pour dépolluer, on les construit pour réutiliser, on les construit pour régénérer les ressources naturelles, et on les construit en pensant fermement qu'on peut réconcilier les enjeux économiques, les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Donc pour nous aujourd'hui, le calendrier, il doit absolument s'accélérer, les solutions sont là, les projets gouvernementaux sont là aussi, les feuilles de route sont tracées, il est temps de déployer. Bon, l'urgence, on a l'impression qu'on est dans l'urgence depuis 20 ans, donc faire bouger le calendrier, c'est sans doute le plus complexe. Peut-être la question va nous occuper tous. Comment inciter les entreprises à accélérer ? Et comment financer aussi ? Vous disiez les solutions sont là. Bon. Les solutions sont là et les solutions sont souvent perçues
comme étant difficiles à implémenter parce que coûteuses, parce que ce sont des investissements initiaux pour changer de modèle, pour changer de technologie, pour changer de process dans les entreprises. Chez Veolia, on construit nos solutions en parlant à tout le monde, à toutes nos parties prenantes. Et souvent, ce n'est pas seulement nos clients, c'est aussi le citoyen, ce sont les ONG, ce sont évidemment les partis politiques, ce sont tous nos interlocuteurs qui ont à un moment un avis à donner. Construire un projet de vie enviable, c'est vraiment s'assurer qu'on trouve un enjeu économique, qu'on trouve un avantage économique dans le déploiement d'une solution. Je vous disais, solution technologique, réutiliser l'eau, consommer moins d'eau fraîche, d'eau naturelle qu'on va prendre dans le milieu naturel, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Ça n'est plus juste un investissement vertueux, c'est une façon de gérer les risques de demain. C'est-à-dire que, par exemple, au cours des 12 derniers mois, le gouvernement a beaucoup communiqué sur la sobriété en matière de chauffage, d'énergie, mais finalement, sur l'eau, assez peu. C'est pas forcément un message qu'on entend. Il y a eu beaucoup de communication autour de la sécheresse, il y a eu beaucoup de communication autour du manque d'eau, et là aussi, parfois, le narratif est un petit peu compliqué. Et comment les entreprises peuvent utiliser moins d'eau ? Les entreprises peuvent utiliser moins d'eau, d'abord en fonctionnant en cycle fermé. La réutilisation de l'eau, aujourd'hui, technologiquement, on sait traiter tout type d'eau pour les réutiliser, que ce soit dans les process industriels, que ce soit pour les besoins domestiques. On sait même, par exemple en Namibie, produire de l'eau potable à partir des eaux usées. Technologiquement, tout est possible. Les modèles doivent évoluer, les valeurs aussi doivent changer et les contrats peuvent changer. La sobriété, vous parlez de sobriété, à Lille, notre dernier contrat nous engage à diminuer de 10% la consommation d'eau. Et c'est un engagement contractuel qui sous-entend que si on n'y arrive pas, on aura des pénalités. C'est un changement de contrat qui va bien au-delà de l'implémentation de technologies, qui va bien au-delà d'un pur investissement. Est-ce qu'une entreprise peut aussi avoir conscience, et sans doute via les achats, ce qu'on appelle les achats responsables, que finalement avoir un comportement vertueux est moins pénalisant financièrement que continuer à acheter court terme, hein? Il est moins pénalisant financièrement et c'est malheureusement pas aujourd'hui l'idée qu'on en donne. On a beaucoup parlé de sobriété sous l'angle de la décroissance, du manque, de la défaisance, de la privation. Et il faut vraiment que ce discours-là change. Il faut que ce discours-là revienne plutôt à une notion de suffisance et puis effectivement à un cercle vertueux dans lequel on recycle, on réutilise, on régénère et au-delà de l'eau, on peut régénérer les matières premières. Nous, on va aller chercher des métaux critiques dans les concentrats des eaux usées, dans les eaux industrielles. On va aussi aller produire de l'énergie à partir de l'eau usée, de l'énergie locale et décarbonante parce qu'elle sera directement disponible. On la produit à partir, par exemple, des bouts de nos stations d'épuration. Elle est là. Elle est utilisable de suite. Donc plus dans les co-bénéfices que dans le punitif, d'une certaine manière, y compris sur la santé. Et manifestement, la COP28 est la première au cours de laquelle la santé est réellement prise en compte. C'est quand même très tard, mais... Oui, d'un point de vue de la santé également, parce qu'il faut, je vous le disais, changer un peu nos valeurs, changer notre façon de voir les choses, et effectivement, parce que la ressource n'est plus disponible, l'eau se fait rare. Alors, il y a de l'eau, l'eau n'est jamais au bon endroit, au bon moment ou de la bonne qualité, et à partir de là, il faut la consommer. Nous, on a l'habitude de dire l'eau est trop précieuse pour l'utiliser une seule fois, et il faut vraiment rentrer dans ces cercles-là qui sont nouveau d'un point de vue finalement encore une fois beaucoup plus sociologique que technologique.
Ingela Alger, justement sur avec vous, on peut évoquer la question des incitations et des motivations des comportements à la fois individuels et collectifs. Vous menez en ce moment une expérimentation, et ça nous permet d'avoir un exemple assez précis, destiné justement à comprendre les mécanismes de relation des individus ou des communautés, vous venez de le dire, à l'environnement. C'est une expérimentation qui a lieu en Espagne pour suivre les comportements des individus dans la façon de trier les déchets. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons lancé une étude qui se penche sur le recyclage de déchets organiques. Et c'est en Espagne, effectivement. Donc en Espagne, dans cette ville, afin de recycler ces déchets organiques, une personne doit utiliser l'équivalent de sa carte TCO, en fait, pour ouvrir la benne, donc les bennes qui se trouvent dans la rue. Donc en fait, l'entreprise qui gère les déchets organiques dans cette ville, elle peut suivre le comportement de chaque personne. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons recruté 1200 personnes. Et nous allons dérouler des messages, donc en fait envoyer des messages différents à 3 groupes de participants. Donc on aura 400 participants dans chaque groupe. Et à chaque groupe, on va envoyer des messages, donc c'est par texto, c'est aussi pour évaluer l'impact d'envoi de messages par texto. Tout le monde recevra une information sur les effets bénéfiques de ce recyclage, parce qu'effectivement, en recyclant ces déchets organiques, les déchets organiques, en fait, on contribue à réduire les émissions de CO2. L'équivalent, en une semaine, si on recycle ce qu'on produit en déchets organiques, pendant une semaine, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'absorbe un arbre en 17 jours. Donc, on va donner cette information à tout le monde. Ensuite, le premier groupe recevra uniquement cette information. Le deuxième groupe va recevoir aussi une incitation monétaire. Donc, en utilisant les bennes, les personnes auront la chance de pouvoir gagner une certaine somme d'argent. Donc, est-ce que ces incitations monétaires vont inciter justement les personnes à recycler davantage ? Et le troisième groupe va recevoir donc n'aura pas d'incitation monétaire, mais à la place, on va inviter ces personnes à contempler ce qui se passerait, donc la réduction totale d'émissions de CO2 qui résulterait si tout le monde adoptait ce comportement. Donc en fait, c'est un type de raisonnement qui est très puissant, puisque effectivement, quand on pense au comportement d'une seule personne, ça peut paraître vraiment dérisoire en fait, par rapport au défi de changement climatique global, mais si en contemplant ce qui se passerait si tout le monde adoptait le même comportement, alors ce comportement individuel en fait prend toute son importance. Donc on va comparer les effets de ces 3 messages pour voir s'ils donnent envie aux gens. Je rejoins Madame Le Guenec là-dessus, c'est-à-dire qu'on cherche à donner envie aux gens d'adopter des comportements verts de façon tout à fait non coercitive, non punitive en fait. Et ça bat en brèche aussi l'idée qu'à soi seul, on n'est pas capable d'avoir une action sur le monde tel qu'il avance. Oui, c'est ça, oui. Pardon, j'ai pas entendu la question. La démonstration que vous... Enfin, en fait, c'est pas une démonstration, c'est une expérience. Oui. J'imagine que l'idée, c'est de prouver qu'une action individuelle a une influence sur le monde. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est de prendre conscience et de faire en sorte que les individus qui participent à cette étude prennent conscience de l'impact qu'aurait leur comportement s'il était adopté par tout le monde, effectivement. En réalité, vos travaux de recherche, j'ai dit, ils avaient la particularité d'être basés sur l'interdisciplinarité, mais aussi sur la réflexion autour de l'altruisme. Est-ce que vous pouvez préciser, souvent on considère que les économistes s'intéressent au marché, aux banques, etc., aux mécanismes économiques. Vous avez quand même la particularité de voir les choses un peu différemment. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous préciser. Oui. C'est quoi l'altruisme pour un économiste ? C'est vrai. Donc
je travaille effectivement dans ce centre de recherche pluridisciplinaire. Et ce qui m'a amené à travailler pour ce centre de recherche donc, créé par Jean Tirole il y a une douzaine d'années maintenant, c'est effectivement mon intérêt pour les motivations complexes humaines, en fait. Donc, historiquement, les économistes voyaient l'être humain comme étant quelqu'un qui recherche uniquement le bien-être matériel hédoniste, on va dire. Mais, bien sûr, Homo sapiens n'est pas Homo economicus, et donc on s'intéresse à ces motivations complexes. Donc ça peut être l'altruisme, ça peut être la volonté justement d'adopter un comportement qui serait vertueux si tout le monde l'adoptait, donc à une forme de moralité en fait. Donc ce sont aussi des genres de raisonnements qu'on retrouve dans des pensées philosophiques ou religieuses même. Et effectivement, nous collaborons avec des biologistes, des anthropologues, des psychologues, des politologues, des historiens aussi, afin d'avoir une vue holistique en fait sur le comportement humain, et afin d'essayer de déverrouiller certains verrous et ensemble permettre on espère, la mise en place de politiques publiques qui sont acceptables et aussi efficaces. Les conclusions de cette enquête, sera quand ? Alors, nous venons de commencer, donc ça va prendre du temps, parce que nous voulons aussi regarder le comportement, enfin les effets non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, parce que c'est vraiment sur si l'incitation monétaire donne envie de recycler uniquement 1 ou 2 semaines, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut savoir ce qui se passe dans le long terme. Alors, il y a un sujet de long terme aussi auquel TSE participe, c'est l'ISA, Institute for Sustainable Aviation. D'ailleurs, je vois son directeur dans notre agora. C'est un institut de recherche justement interdisciplinaire, et il a la spécificité d'aborder la question de l'avion durable. On en parlait bien sûr avec Bruno Darboux aussi. Alors, sous un angle pas uniquement scientifique ou technologique, mais aussi justement avec des économistes, des juristes, des climatologues. Quel est le rôle de TSE dans ce programme de recherche ? Alors, effectivement, TSE s'est impliqué dans ce programme de recherche. Alors, je dois dire que moi-même, je ne suis pas impliquée là-dedans spécifiquement, mais effectivement, TSE investit fortement dans l'interdisciplinarité pour faire collaborer les économistes avec, dans ce cas précis, des ingénieurs, afin de réfléchir à des solutions durables en termes de l'industrie d'aviation. Donc, c'est non seulement les solutions technologiques, mais aussi ça peut être une façon d'organiser le trafic aérien, et les économistes peuvent jouer un rôle important pour comprendre les effets sur la demande, l'offre et l'organisation de cette industrie, l'industrie de l'aviation. Mais par ailleurs, effectivement, nous, à TSE, nous poussons donc l'idée qu'il faut collaborer il faut créer des ponts entre disciplines afin de trouver des solutions aux problèmes extrêmement complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour ceux qui nous ont rejoints là depuis quelques minutes. Nos invités vont pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure. Quand vous poserez, d'ailleurs, vous pouvez tout de suite poser vos questions via le flashcode que vous avez normalement sur un flyer ou sur vos sièges. Donc, n'hésitez pas à y penser dès maintenant. Restons sur l'avion qui cristallise souvent à la fois beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inquiétudes. Bruno Darboux, donc président d'Aerospace Valley, l'année 2023 a aussi été une année où on a accéléré les actions en matière de décarbonation. Ça a été très lent quand même dans votre secteur, et sans doute il y a eu beaucoup de résistance d'une certaine manière. Maintenant, il semble que les choses soient actées. Comment ça qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'aérien, de l'aéronautique ? Alors, quelques réactions. Ouais. D'abord, j'aimerais réagir à ce que Anne et Ingela ont dit. Moi, je me régale d'entendre ces visions positives des changements d'usage qui ne sont pas imposés, mais qui arrivent de la motivation. Une motivation collective, une motivation individuelle. Et le transport aérien, il faut qu'il aille aussi dans cette voie-là, dans une voie qui maîtrise sa demande, mais pas par des moyens de loi qui interdisent de voler.
Voilà, je voulais dire ça en introduction parce que dans tous les secteurs, on pourrait interdire plein de choses. Mais c'est pas le futur, c'est pas le futur en tout cas que moi j'envisage. Pour votre point, le secteur aérien, il a mis du temps à s'organiser. Non. Là, je m'inscris en faux. Le secteur aérien français, les transporteurs, les constructeurs aéronautiques, les aéroports, ont été les premiers à rendre en début de cette année la feuille de route de décarbonation du secteur, qui était demandée par l'article 301 à l'ensemble des secteurs industriels. On a été les premiers à mettre le dossier sur la table, un dossier qu'on est content, qu'on trouve convaincant, qui nous a demandé de nous challenger. Mais parce qu'on est une filière organisée, on a su mettre en place le plan, et un plan qu'on considère comme crédible, et répondre aux demandes du gouvernement. Alors, c'est quoi le plan? C'est la question. Le plan, il est assez simple. Il est continuer à faire ce qu'on a toujours bien su faire, c'est-à-dire l'innovation technologique, pour diminuer les consommations des avions. Ça, on a démontré qu'on savait le faire et on est une filière organisée pour faire ça. Donc on va continuer. Et puis il y a un truc, évidemment le challenge qu'on a il est énorme, hein, le net zéro 2050 il est énorme pour notre secteur comme il l'est pour l'ensemble des secteurs, il n'y a pas de solution facile pour le net zéro. Le truc qu'il faut absolument changer, c'est qu'il faut arrêter de mettre dans les réservoirs de nos avions du kérosène d'origine fossile, fabriqué à partir du pétrole. Et donc ces nouveaux vecteurs énergétiques qu'il va falloir faire émerger. Il y a un volet technologique à ça. Alors c'est quoi? C'est l'électricité, c'est l'hydrogène et c'est les carburants aéronautiques durables, donc qui ont la même texture qu'un kérosène, mais qui sont fabriqués à partir de sources d'énergie renouvelable et carbone biogénique si possible. Donc ces nouveaux vecteurs énergétiques, là pour le coup, c'est une grosse transformation parce que ça a des impacts technologiques importants. L'avion à hydrogène, on sait que c'est pas simple. L'avion électrique, ça a des limites de la physique fortes. Hein. Et donc ça c'est une difficulté, mais ça c'est de la technologie encore une fois, on sait faire des miracles, et en particulier à Toulouse, hein, donc cocorico, et même localement. Par contre, faire monter en puissance de la production d'hydrogène vert, faire monter en puissance de la distribution d'électricité sur les aéroports, faire monter en puissance de la production et de la distribution de carburants aéronautiques durables, ça c'est un gros sujet et que la filière de l'aérien ne maîtrise pas. Nous sommes dans les mains des énergéticiens. Et on compte sur eux pour... alors on travaille énormément ensemble pour faire en sorte que ça arrive. C'est un combat qui doit se mener dans la sphère des entreprises, hein, avec des accords de fourniture, de co-investissement, etc. Mais ça doit se mener aussi sur le terrain dans la sphère publique, puisqu'on y arrivera à force d'actions bien concertées des pouvoirs publics et des entreprises, à la fois sur la demande et sur l'offre de ces nouveaux carburants. Donc vous disiez un plan ambitieux qui a un certain nombre de piliers, les carburants, les systèmes de propulsion, les structures elles-mêmes des appareils. C'est effectivement un chantier vaste. Quelles sont les perspectives? Comment arriver à ce fameux objectif de net zéro 2050? Est-ce que vous y croyez? Ben oui. Absolument. Non, je pense qu'on y croit. Par contre, il faut bien reconnaître que la marche est haute pour tout le monde, hein, et qu'on soit dans le transport aérien, maritime, terrestre, qu'on soit dans n'importe quel secteur industriel ou n'importe quelle activité de la société, le challenge, il est énorme. Le principal pilier sur lequel on peut être mis en difficulté parce qu'il y a des conflits d'usage, c'est notre capacité à avoir, pour ce secteur, comme pour les autres, la bonne quantité d'électricité décarbonée à disposition et la bonne quantité de biomasse ou de carbone
qui va nous permettre de faire les carburants dont vivent alors les secteurs du transport, mais vivent d'autres secteurs de l'industrie également. Donc, il y a une compétition d'usage éventuellement si les niveaux mis à disposition par les énergéticiens en termes d'électricité et en termes de biomasse ne sont pas au rendez-vous. Ça, c'est un sujet dont on va parler effectivement dans la deuxième séquence en particulier. Est-ce que l'avion électrique est une perspective que nous connaîtrons nous-mêmes ? Alors, vous n'avez pas encore volé en Vélis ? Il existe le petit biplace donc électrique certifié. C'est pas un produit français, hein, mais il existe dans les aéroclubs. Il commence à exister dans les aéroclubs en France. Bon, ça il y a beaucoup d'entreprises à Toulouse, enfin dans l'écosystème toulousain, des startups qui sont positionnées sur cette technologie. Ah, exactement. Donc ça, c'est un petit biplace de loisir. C'est pas ça qui va décarboner, rien du tout. Mais par contre, ça démontre une possibilité technologique. On a une ambition sur des avions électriques un peu plus gros, de faire des premiers avions de transport locaux qui vont être 100% électriques. Ça ne tient pas bien longtemps si on veut monter en capacité d'emport, parce que le poids des batteries est rédhibitoire. On est dans une des équations de masse qui font que rapidement on est coincé. Donc les entreprises, notamment du territoire, et on a un superbe événement la semaine prochaine là, à Pau, pour l'ensemble des startups et des entreprises déjà établies qui se positionnent sur ce créneau. Donc des avions de moins de 19 places qui seront plutôt hybridés, avec une turbine et avec une batterie et des moteurs électriques, pour faire un avion partiellement décarboné et totalement décarboné si on y met des carburants aéronautiques durables en plus de l'électricité. Je vous propose tout à l'heure, peut-être parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est transversal, qui concerne la formation, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a aussi sans doute une nécessité de monter en compétence à tous les niveaux pour cette fameuse marche haute dont on est tous d'accord, pour dire qu'elle concerne tous les secteurs. Bastien Tout-le-Monde, vous êtes donc président d'Ambition Toulouse Métropole, qui se présente comme un facilitateur de la collaboration territoriale. Et donc, votre idée, c'est justement qu'il faut une alliance. On est quand même un peu tous dans les mêmes... Il y a un fil rouge, hein, quand même, entre vous. L'idée, c'est de faire travailler ensemble entreprises et collectivités. Et de quelle manière ? Ouais, effectivement. Merci Emmanuel, et puis merci pour votre invitation et l'occasion qu'on a là d'échanger. Et je note que votre fil rouge est remarquablement bien fait, parce que vous arrivez à nous faire parler chacun pour, à la fin, amener le sujet de la coopération. Et comme disait Bruno, c'est un vrai plaisir d'entendre les expressions de chacun qui finalement amènent à dire, de ce que moi je retiens, il faut que tous les acteurs qui sont intéressés à une même chaîne coopèrent ensemble de façon efficace, sinon on n'y arrivera jamais. Alors à Ambition Toulouse Métropole, on est dans cet ADN-là. On est un club d'entreprise, toulousain au sens très large, on va dire, qui sommes convaincus qu'une entreprise ne peut pas se limiter à faire simplement son métier. Elle doit aussi être un acteur du territoire dans lequel elle est engagée. Et notre façon d'agir dans le territoire, c'est de faire deux choses. D'abord, c'est d'agir concrètement. On ne fait pas de la philosophie, on mène des projets. Et c'est de le faire en développant la coopération entre différents acteurs. On a eu l'occasion de porter un certain nombre de projets et on a maintenant une ambition plus grande qu'on porte autour d'un objet qu'on appelle l'alliance territoriale, qui est de dire, pour qu'on puisse agir efficacement sur un territoire, il faut qu'en même temps, les acteurs du monde économique, les entreprises, et les acteurs du monde des collectivités locales puissent agir de concert sur ces fameux objets concrets. Et on fait quand même un constat qui est surprenant, décevant mais enthousiasmant aussi, c'est que quand on demande aux entreprises « est-ce que vous arrivez à adresser le monde de collectivités locales de façon efficace ?», ils nous répondent non. Adresser, c'est-à-dire faire en sorte que leur solution soit utilisée. Oui, ou à interagir avec elles de façon efficace pour qu'elles soient au service des projets des entreprises. Et quand on demande aux collectivités territoriales, est-ce que vous arrivez à adresser efficacement le monde des entreprises, ils nous disent on aimerait beaucoup, mais on n'arrive pas non plus. Donc il doit y avoir quelque chose à faire. Donc l'objet qu'on cherche à pousser là, c'est de dire montons un mode de coopération collectivité territoriale
et entreprises pour choisir ensemble les objets sur lesquels on a envie de bosser. Et quand on demande à ces groupes, à la fois collectivités territoriales et entreprises, sur quoi avez-vous envie de bosser les amis, il y a 3 grands sujets qui sortent. Ils ont été beaucoup autour de la table ici. Il y a un sujet autour de l'eau. Il y a un sujet autour de l'énergie. Et un sujet autour de la formation, c'est-à-dire de la capacité qu'a le territoire à préparer les compétences dont les entreprises ont besoin demain. Et ce projet-là, on veut le porter avec les collectivités territoriales communes, avec le rectorat pour ce qui est de la formation et avec les représentants de l'État sur nos territoires. Vous parliez de solutions. Il y a une des entreprises que vous avez citées, je crois, qui s'appelle Nuo. Je ne sais pas si c'est une entreprise ou une solution elle-même. L'idée, c'est de favoriser justement l'usage par les entreprises, par les salariés des entreprises de vélos électriques. C'est-à-dire donner l'impulsion, en fait, c'est ça ? Oui, alors ça c'est une illustration du fait d'agir concrètement, localement tout de suite. Une des philosophies qui est la nôtre, c'est de dire identifions les initiatives heureuses qui naissent sur le territoire et aidons-les à se développer, en particulier en leur proposant des premiers marchés, des premières expérimentations, des premiers ex. C'est ce qu'on fait avec un certain nombre d'entreprises qu'on incube au travers de ce qu'on appelle un catalyseur des transitions. Et Nuo en est un exemple, effectivement, il propose un service de location de vélos à destination des entreprises. On accompagne aussi, on a beaucoup de plaisir à le faire, une conciergerie solidaire qui vient proposer dans les entreprises des services en faisant appel à des structures locales d'insertion autant que possible pour rendre ces services-là. Ou un projet que j'ai eu l'occasion d'évoquer sur ce même plateau l'année dernière, qui s'appelle Hector le Collector, qui propose de collecter les déchets de chacun chez soi pour les ramener dans une benne en entreprise, et ces déchets sont ramassés et donc permettent à la fois de gérer du déchet et de créer de l'énergie. C'est le fameux cercle dont parlait Anne tout à l'heure. Vous voulez dire sans incitation monétaire, hein ? Pardon ? Sans incitation monétaire ? Alors, les entreprises contribuent au financement de la structure, ce qui permet de vivre. Et après, chacun des salariés participe pour sa quote-part à l'usage qu'il en fait. Et les 3 structures que je viens de vous citer seront présentes ce soir. Donc, vous aurez l'occasion d'aller les voir. Ok, super. On a évoqué... tous les 4, vous avez évoqué la nécessité de se positionner dans des perspectives aussi constructives. C'est vrai que quand on pense à la COP28, on est tout de suite forcément accablé. En réalité, il y a énormément aussi d'initiatives en cours. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez, une vision de l'économie dans laquelle la sobriété a toute sa place ? Est-ce qu'on peut encore penser l'économie comme on l'a pensée complètement précédemment, dans le seul objectif de la croissance? Je vais poser la question peut-être à Bruno Derbout en premier. Oui, alors moi je ne suis pas un grand économiste, donc je m'en réfère aux gens qui font des études là-dessus. On a les projections de croissance du marché du transport aérien qui sont quand même très convergentes, un peu partout sur la planète. C'est-à-dire, dites-nous. Croissance, ça continue. 2, une étude que j'ai trouvée intéressante de la chaire Pégase de Montpellier qui s'intéressait aux jeunes et les aspirations des jeunes vis-à-vis du transport aérien. Les jeunes, ils sont tous sensibles, évidemment, encore plus que la moyenne de la population, aux problèmes de changement climatique, c'est clair. Et ils ont envie de faire quelque chose, et ça ressort dans l'enquête. Mais à contrario, ils veulent continuer à voyager. Ils en ont besoin. Voilà. Donc ils demandent du transport aérien. Est-ce qu'on peut Donc moi je dirais que bien sûr qu'il faut raisonner tous les usages, et on va être obligé d'être raisonnable et de sortir un peu d'une vibration sans but. Néanmoins, le transport aérien, il a forcément une part importante dans la vie de l'humanité dans les 50 et dans les 100 prochaines années. Donc, en tant que filière responsable,
qu'est-ce qu'on fait pour que le transport aérien puisse continuer à fonctionner, répondre aux besoins divers de la société. En Europe, ce n'est pas les mêmes qu'en Inde, ou qu'aux États-Unis, ou qu'en Amérique du Sud. Mais le faire en arrêtant d'émettre du carbone. Donc le challenge, il est assez simple. La demande sera ce qu'elle sera, mais l'offre sera une offre de transport aérien décarboné. Et le plus vite possible. C'est vrai qu'il y a urgence, donc il faut se dépêcher. Ingela Algar, vous l'économiste, est-ce que pour vous la vie économique basée sur une perspective de croissance est compatible avec l'objectif de neutralité carbone, de zéro carbone? Oui, j'en suis persuadée, mais je pense que c'est pas forcément très très utile de penser en termes de croissance. Et peut-être qu'il faut savoir ce qu'on veut dire par croissance. Sans doute, il n'y a pas un seul terme. Mais imaginons deux scénarios. Scénario A, nous continuons à vivre exactement comme nous le faisons maintenant. Scénario B, on réduit assez fortement notre consommation de biens qui sont peut-être pas vraiment, dont nous n'avons pas vraiment besoin, et nous réorientons l'argent vers des investissements dans des panneaux photovoltaïques, dans les transports en commun, voilà. Donc ces deux scénarios peuvent mener à exactement la même croissance économique, mais il s'agit d'un mix différent en fait de ce qu'on fait avec les ressources qui sont là. Donc c'est pas une question de croissance à mon avis, mais je pense qu'il faut vraiment accepter l'idée que nous devons effectivement, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous le faisons maintenant, mais il faut réorienter nos choix de société, nos choix d'investissement, investir et aussi accompagner les personnes qui forcément vont perdre, qui vont devoir faire une reconversion professionnelle notamment, et donc développer de l'empathie, si on revient à cette idée d'altruisme. Donc je pense qu'une bonne dose d'empathie envers ceux qui vont souffrir de ces transformations et envers les générations futures, je pense que ça fait aussi partie de la solution. Et voilà, va falloir aussi peut-être penser en termes de croissance, de nos sociétés vers des sociétés différentes, une croissance de notre comportement responsable. Croissance de l'altruisme. Voilà. Anne Le Gallec, même question. Oui, bien sûr. Pour vous donner un exemple, quand avec nos technologies de filtration, on arrive à extraire le lithium non plus seulement des mines naturelles, mais à aller le chercher dans les concentrats, dans l'eau, dans les process industriels, c'est pas une incitation à consommer et à produire plus de batteries, c'est une façon de les produire de manière plus vertueuse. Donc c'est une façon de contribuer au progrès économique, et c'est une façon aussi de maintenir de l'emploi. Un autre exemple, quand on substitue le charbon utilisé par Solvay dans l'est de la France par ce qu'on appelle du combustible solide de récupération, donc du déchet trié, transformé pour servir de combustible. On diminue par 2 leur empreinte carbone, mais surtout, on leur permet de maintenir plus de 1000 emplois en France, là où ils ont toujours opéré. Et pour nous, ça, c'est contribuer à la fois au progrès, à la croissance, à l'économie. Donc, c'est pas une invitation à consommer plus, ça n'empêche pas la sobriété au sens de la performance et de l'excellence opérationnelle. Par contre, c'est une autre façon de voir le monde, et c'est une façon de chercher moins de ressources naturelles. D'autant que on n'oppose pas forcément effectivement les deux, y compris dans une perspective de réindustrialisation et de davantage de souveraineté européenne. Vous vouliez ajouter un mot? C'est exactement ça. Je voulais prolonger ce que disait Anne sur les carburants aéronautiques durables. Aujourd'hui, notre kérosène, là, on l'importe. On importe 100% de nos carburants aéronautiques. Les carburants aéronautiques durables, le pari, c'est de pouvoir produire tout notre besoin, ou une bonne partie de notre besoin, sur le territoire, à partir d'énergie produite sur place, à partir de carbone capté sur place. Et donc, c'est de la valeur ajoutée, c'est des emplois locaux, c'est moins de transport de matière, et c'est de la valeur économique sur les territoires. L'Occitanie, par exemple, on travaille avec la région pour aller plus loin que les mandats européens dans l'emport de carburants aéronautiques durables sur le territoire. Ça veut dire produire ces carburants aéronautiques durables sur le territoire. Donc on travaille avec l'Occitanie pour faire que ça arrive. Avec Nouvelle-Aquitaine, on a exactement la même approche.
Alors, la parole à notre Agora. Une première question de Jimmy. Je crois qu'il n'a pas mis son... Si, vous êtes là. Oui. Non, bien... Le micro est ouvert, allez-y. Ok. Bien, quand j'étais en première, j'avais co-réalisé un TPE. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une sorte d'exposé en fait pour le bac sur la salinité de l'eau. Plus précisément, en fait, on est allé voir l'entreprise Veolia à Narbonne, hein, parce qu'on se posait ces questions-là. C'était en 2010. Est-ce que on va manquer d'eau d'ici une dizaine d'années, c'est-à-dire d'ici 2020? Et ça s'est passé. Voilà. Et si on manque d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs techniques, notamment de dessalement de l'eau de mer, comme l'électrodialyse et plusieurs grandes familles. Et là, voilà, la question c'était, est-ce qu'on crée une sécheresse? On nous a dit non, pas du tout, mais après 2020, c'est pas sûr. Là, on est en 2023, je repose la même question, est-ce qu'on crée une sécheresse? Et quid des avancées technologiques de dessalement? Est-ce qu'il y a des alternatives aussi au dessalement? Merci. Alors oui, bien sûr, localement, on peut manquer d'eau et vous avez raison, ça fait très longtemps que localement, on manque d'eau et qu'on essaie de s'adapter. Aujourd'hui, il faut pousser un cran plus loin. On ne manque pas d'eau dans l'absolu. D'ailleurs, il y a certaines régions de France aujourd'hui qui en ont un peu trop sous les pieds. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte au changement climatique et il faut qu'on s'adapte avec des solutions qui existent. Ces solutions-là doivent peut-être d'abord passer par un processus de prévention. Est-ce que je suis obligée de consommer autant d'eau? Et c'est tout l'objet des nouvelles réglementations françaises et ailleurs dans le monde également, autour de la limite de l'usage. De combien est-ce que moi, individuel, collectivité, industriel, j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que j'ai créé comme boucle fermée avant d'aller consommer davantage d'eau dans le milieu naturel? Et puis ensuite, quand il n'y en a plus localement, eh bien, comment est-ce que je vais chercher d'autres méthodes? Le dessalement, évidemment, est une solution de plus en plus vertueuse parce qu'elle consomme de moins en moins d'énergie et qu'on sait aller récupérer des sels, y compris dans les concentrats, pour les réutiliser aussi. Donc ce sont des solutions de plus en plus vertueuses. Il y en a d'autres sur la réutilisation des eaux domestiques, des eaux industrielles. Ces solutions-là, il faut les mettre en œuvre une fois qu'on s'est posé la question de la nécessité et de la quantité réellement nécessaire à l'usage. Alors, je me fais le relais d'une autre question. Selon vous, peut-on, on a en partie répondu, mais pas forcément tout le monde, selon vous, peut-on allier croissance économique et transition écologique? Bastien, tout le monde, vous n'avez pas répondu à cette question. Non, je réponds très volontiers oui. Et là, j'y réponds plus sur ma casquette Enedis, acteur du monde énergétique. Je pense qu'il faut faire deux choses. Comme le disait Anne, il doit y avoir une impulsion politique, publique, nationale pour inviter à moins consommer et à consommer propre, donc en particulier en s'appuyant sur des objets décarbonés. Mais je pense qu'il doit y avoir un deuxième levier qui est que pour y arriver, c'est un peu l'objet de notre propos tout à l'heure, dans la méthode, il faut que les acteurs puissent se coordonner, coopérer de façon efficace. Ma conviction, c'est que pour connaître de façon efficace, il faut se faire confiance. Pour se faire confiance, il faut se connaître. Et ça marche d'autant mieux qu'on est en proximité. Donc moi, j'appelle de mes voeux des modes de gouvernance qui donnent une ligne directrice, mais qui font confiance aux acteurs en proximité pour trouver ensemble les bonnes solutions, qui sont sans doute pas les mêmes dans les différents territoires et dans les différents contextes. Donc oui, on peut. Et de mon point de vue, c'est dans ce cadre-là. Est-ce que vous vouliez ajouter un point? Alors, on a une autre question. Est-ce que le méthanol solaire est une solution miracle? Qui peut répondre? Qui veut répondre? Pour ma part, aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut surtout pas exclure toutes les bonnes idées, toutes les bonnes propositions. On est dans un monde qui doit se réinventer. Donc,
Allez, le méthanol solaire, moi je veux bien qu'on regarde ce que ça veut dire. Bon, ce qui est sûr, le méthanol, c'est probablement un alcool qui a été produit avec de l'énergie décarbonée solaire, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Donc, on a un peu dans l'aérien, on a des contraintes d'usage de tout ce qui est biomasse. On ne va pas les taper dans la biomasse qui peut servir à l'alimentation humaine ou animale. Donc avec cette limite-là, on exclut ça. S'il y a des bonnes sources de biomasse qui nous permettent de faire du méthanol et que ça nous permet de faire du carburant derrière, ça trouvera des usages dans le transport maritime, dans le transport aérien. Donc on va regarder. Merci pour votre question. Ingela Alger, juste une petite info que je partage et ça serait intéressant d'avoir votre réaction parce que cette année, c'est une femme qui est prix Nobel de l'économie, elle s'appelle Claudia Goldin. C'est une nouvelle importante. Oui, effectivement, c'est une nouvelle importante, très réjouissante, et pas seulement pour les femmes d'ailleurs. Donc, le travail de Claudia Goldin a consisté à révéler l'évolution de l'implication des femmes sur le marché du travail ces 200 dernières années aux États-Unis. Et donc, ça a permis vraiment de révéler quels sont les facteurs qui favorisent ou qui empêchent l'implication des femmes sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment un premier pas qui est vraiment essentiel pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les femmes contribuent au mieux à l'économie. Et tout le monde gagne à avoir un marché du travail qui fonctionne bien et qui fait en sorte que tout un chacun, les hommes et les femmes, puissent contribuer au mieux sur le marché du travail. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les économistes femmes et les économistes de façon plus générale, je dirais, parce qu'on sait que les femmes et les hommes ne s'intéressent pas aux mêmes sujets de recherche. Donc s'il y avait que des hommes économistes, en fait, il y a certains sujets qui seraient complètement délaissés. Et je pense que Claudia Goldin elle-même est un très bel exemple de ça, parce qu'il me semble que très peu d'hommes se sont penchés sur la question de l'implication des femmes sur le marché du travail. Et je pense aussi qu'elle sera vraiment une inspiration, tout comme Elinor Ostrom et Esther Duflo, donc les deux autres économistes femmes qui ont reçu le prix Nobel. Elle va inspirer, je pense, tout un tas de jeunes femmes brillantes pour venir contribuer à la recherche en économie et aussi dans d'autres disciplines. Un immense merci à tous les quatre pour ces échanges. Merci aussi à vous tous et toutes pour les questions. Vous pouvez d'ailleurs préparer les suivantes parce que la séquence qui va suivre va vous permettre d'interroger cette fois la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ça va être à suivre dans quelques instants. Nous sommes ensemble dans la grande salle du Quai des Savoirs à Toulouse. La Factory va se poursuivre et nous revenons en direct dans quelques minutes. Merci à vous.